Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure du bilan. Vous connaissez l'émission, un invité politique vient sur notre plateau pour faire le bilan de divers sujets politiques passés. Et aujourd'hui, en ce dimanche, nous recevons François Asselineau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bienvenue sur notre plateau, monsieur Asselineau. Merci. Et nous allons justement passer à cette première partie d'émission, les combats. Et ce premier combat, François Asselineau, la sortie de la France de l'Union européenne. C'est vrai que ça, c'est un combat qui vous est cher. D'ailleurs, vous avez même créé votre parti, l'UPR, le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome. Vous dites d'ailleurs régulièrement que la construction européenne n'est pas la solution, c'est le problème. Ça, au moins, c'est dit. Vous proposez aussi le Frexit, c'est-à-dire l'activation du traité 50 de Maastricht, vraiment pour sortir de cette Europe. Mais c'est vrai que la construction européenne a donné plusieurs mécanismes économiques, juridiques, ça a été assez encadré, notamment dans la liberté des circulations des personnes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est possible de faire cette marche arrière, François Asselineau, vraiment ? Eh bien oui, c'est d'ailleurs ce que je vais défendre lors de la campagne présidentielle, puisque je serai candidat à l'élection présidentielle. Effectivement, c'est possible de sortir de l'Union européenne. Ça fait 10 ans que je le dis, qu'il faut le faire, que je le propose. Pendant les premières années, j'ai eu les plus grandes difficultés à convaincre, mais maintenant c'est une question que les gens ne se posent plus, puisque les Britanniques viennent de prouver qu'on peut en effet sortir de l'Union européenne. Ils ont voté pour en faveur. Mais on n'a peut-être pas assez de durée. Que va devenir les Britanniques, vont devenir les Britanniques dans quelques années? Écoutez, en tout cas, on verra. Ce que l'on peut voir d'ores et déjà, c'est que les Britanniques ont voté pour le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ils ont voté ça le 23 juin. Ça fait donc maintenant 9 mois qui se sont écoulés. Et on avait dit, les partisans, ceux qui étaient hostiles à la sortie de l'Union européenne, avaient dit si jamais les Britanniques votent en faveur de la sortie, ça va être l'apocalypse, on va se couper du monde, les investisseurs internationaux vont s'en aller, la livre sterling va s'effondrer, etc. Mais ça peut faire peur aux gens. Ah, mais que ça fasse peur. Attendez, non, mais ils ne se retrouvent pas. On a dit aussi que le Royaume-Uni allait s'isoler. Qu'est-ce que l'on constate? Ils sont isolés un petit peu plus en dehors de cette Europe. Mais pas du tout. Ce que l'on constate, c'est que depuis 9 mois, la livre sterling a perdu 10% de sa valeur, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui a permis de relancer les exportations, de relancer la croissance. Le chômage a baissé. On est à 4,6% de taux de chômage au Royaume-Uni contre 10,6% en France. Et encore. Et vous pensez vraiment que c'est cette sortie de l'Europe qui a... Attendez, c'était pas les politiques antérieures qui ont... Non. Il avait été dit par Madame Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, par l'OCDE, par la Banque d'Angleterre, que ça serait la catastrophe. C'est pas la catastrophe. Le Fonds monétaire international et l'OCDE ont été obligés de revoir à la hausse le taux de croissance du Royaume-Uni pour 2016. C'est le seul pays du monde dont ils ont revu le taux de croissance à la hausse. Et puis le gouverneur de la Banque d'Angleterre, à la mi-janvier, a dit en fait, on s'est trompé sur nos prévisions. Donc on assiste à et on voit notamment des investisseurs internationaux se précipiter au Royaume-Uni, alors qu'on avait dit que ce serait le contraire qui se serait passé. Est-ce que le Royaume-Uni est en train de s'isoler du monde? Non, pas du tout. Mais il n'y a pas que le plan économique aussi. Le fait d'être dans l'Europe, ça permet aussi de se protéger des guerres. L'union fait la force, comme on dit. Non, alors ça, c'est effectivement de la propagande. Non, regardez. C'est ce qui a servi l'Europe. C'est vrai que une multitude de pays, quand on se déclare, malheureusement, la guerre, ça permet d'être fort ensemble que tout seul. C'est ce qui peut faire peur aux Français. Je sais bien que c'est ce qui fait. Ça fait partie de la propagande. Sauf que ce qui est en train de se passer, c'est que l'Europe est en train de nous emmener vers la guerre, justement. Pourquoi? Parce que l'Europe, la construction européenne, par l'article 42 du traité de l'Union européenne, nous place sous la tutelle de l'OTAN. C'est-à-dire que désormais la France est devenue le supplétif, le satellite de Washington dans les guerres que Washington veut mener en Afrique du Nord, en Libye par exemple, au Moyen-Orient ou dans les postures agressives vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire que, effectivement, la construction européenne était porteuse peut-être dans les années 50, 60 d'un projet de paix. Mais maintenant, ça n'est plus vrai du tout. Maintenant, la France est devenue ligotée par son appartenance à l'Union européenne dans des postures qui nous entraînent vers la guerre. Je voudrais prendre un exemple quand même. Il y a une vie après l'Union européenne. Les Britanniques vont nous le montrer, mais il y a aussi une vie à côté de l'Union européenne. La Suisse. La Suisse, c'est un pays frontalier. C'est un pays où il y a... C'est pas pareil, c'est pas la même politique. C'est tout à fait pareil. C'est un pays d'Europe.
C'est un pays qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, et qui se porte très bien, merci pour lui, et qui d'ailleurs est l'un des pays les plus ouverts au monde. C'est le pays qui reçoit le plus de conférences internationales dans le monde. Dans les pays de l'Europe occidentale, les 3 pays qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et la Suisse... Mais il y en a beaucoup qui demandent aussi de rentrer dans l'Union européenne. Attendez, j'y reviens. Sont également... les 3 qui se classent au sommet de l'indice de développement humain du programme des Nations Unies pour le développement. En gros, ce sont les 3 pays d'Europe où il fait le meilleur vivre. Alors, effectivement, il y a des pays qui veulent entrer dans l'Union européenne. Ce ne sont pas les peuples, d'ailleurs. Hein. Ce sont en général les dirigeants qui veulent faire entrer leur pays. Il y a bien une raison. Oui, la raison, c'est qu'ils vont bénéficier des fonds européens, c'est-à-dire de votre argent. Alors, effectivement, il y a beaucoup de pays qui souhaitent en effet entrer pour avoir l'argent des contribuables français. C'est vrai que dans un entretien à RT France, hein, d'ailleurs, vous qualifiez l'Union européenne de dictature. Mais plutôt, quand on regarde un petit peu tout ça, vous dites que cette Commission européenne est constituée d'experts qui disent voilà ce qu'il faut faire, mais quand on y pense, pourtant, les commissaires européens sont désignés par les chefs des États membres, eux-mêmes élus par le peuple. Donc on ne peut pas appeler ça une dictature, François Asselineau. Mais une dictature, c'est quoi? Une dictature, c'est quelque chose qui n'écoute pas... Normalement, dans une démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Bon. Donc là, une dictature, ce sont des gens qui n'ont été élus par personne et qui prennent des décisions que les Français ne veulent pas. Les dirigeants ont été élus par le peuple. Oui, mais les dirigeants eux-mêmes n'ont pas de pouvoir. Si vous croyez que M. Hollande a du pouvoir, eh bien vous vous trompez. Le grand secret de ce qui se passe actuellement... D'ailleurs, au sujet de dictature, j'ai quand même des arguments à faire valoir. Vous savez que 55%... Mais c'est un mot fort. Mais non, mais c'est le mot juste. 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne en 2005. Il n'y a aucune conséquence concrète qui a été tirée de ce non. Ils auraient voté oui, nous aurions exactement la même suite. C'est-à-dire que les peuples votent non, s'opposent, on n'en tient aucun compte. Maintenant, là, au sujet de la dictature, je vous ai apporté, parce que j'avais pensé que vous alliez me poser ce genre de questions, je vous ai apporté un dossier qui est très très important. Je montre ça ici aux téléspectateurs. D'aller se procurer, ils le trouveront sur notre site upr.fr. Permettez-moi de faire un petit peu de publicité, mais c'est le site qui est le plus consulté de tous les partis politiques français. Qu'est-ce que c'est que ce document de cette page? Et ça, les 2 dernières pages que j'ai surlignées en jaune. Il s'agit des recommandations faites par la Commission européenne à partir d'une réunion du Conseil européen pour la France en matière politique et sociale pour les années 2016 et 2017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne, la Commission, exige de la France, alors c'est pas une obligation légale, mais il y a des contraintes très importantes qui sont derrière, elle exige que la France, en 2017, eh bien, elle maintienne la politique de rigueur, elle réduise le coût du travail, c'est-à-dire qu'elle supprime ou qu'elle affaiblisse le SMIC. Et c'est quoi vos sources pour ce... C'est la Commission européenne, c'est le rapport 330 final comme 2016 du 18 mai 2016. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le remettre, comme ça vous pourrez aller vérifier de vous-même sur le site de la Commission. On y apprend qu'il s'agit donc de supprimer ou d'affaiblir le SMIC. On y apprend qu'on va pouvoir, dans les contrats à durée indéterminée, on va pouvoir licencier les gens sans aucun préavis. On y apprend qu'il va falloir réformer le système d'assurance chômage en diminuant les prestations chômage et en diminuant notamment, lorsque quelqu'un refuse 1 ou 2 emplois, il n'aura plus ses prestations chômage. On y apprend également le démantèlement généralisé des professions réglementées, l'ubérisation de la société française. Vous savez, les lois El Khomri, Macron... En fait, c'était l'application de ces dossiers-là. Et enfin, on y apprend qu'il va falloir baisser l'impôt sur les sociétés et augmenter le taux de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, qu'ils votent Pierre, Paul ou Jacques le 23 avril et le 7 mai, si Pierre, Paul ou Jacques restent dans l'Union européenne, de toute façon, nous serons obligés d'appliquer ces contraintes-là qui sont fixées par l'Union. Mais être seul peut faire peur également. François Asselineau. On va passer au deuxième. Mais il ne s'agit pas d'être seul. Pourquoi voulez-vous que la France soit seule si elle sort de l'Union européenne, François Asselineau, forcément, on n'a pas aussi la même puissance. Mais pas du tout. Par exemple, nous resterons dans Airbus, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Nous resterons dans Ariane Espace. Nous resterons membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous resterons membres d'une foultitude d'organisations internationales, la francophonie, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le traité de l'Antarctique, le traité de l'espace extra-atmosphérique. On restera. La vérité, c'est que vous savez ce qui se passera. Et après, on va passer à votre deuxième combat. Voilà, il y a 6686 traités bilatéraux et multilatéraux qui lient la France au reste du monde. Je propose que la France sorte de 3 sur 6686. Le traité de l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et le traité de l'Atlantique Nord. Voilà. Mais ça veut dire que nous resterons parfaitement liés à nos voisins. On a 343 traités qui nous lient à l'Allemagne, on ne va pas y toucher. On va passer à votre deuxième combat, François Asselineau. Je vous donne c'est un cadeau. Donnez-le-moi. Et c'est la promotion de l'exception culturelle française. Alors c'est vrai que vous êtes positionné à de nombreuses reprises aussi contre les États-Unis sur de multitudes de sujets. Et moi, je voudrais aborder avec vous ce thème que vous abordez d'ailleurs au sein de l'UPR, la lutte contre l'américanisation des cerveaux. C'est comme ça que vous appelez ça. Vous dénoncez l'emprise des États-Unis sur cette identité culturelle. Et d'ailleurs, c'est vrai que, alors j'ai fait un petit peu ce bilan, on est dans l'heure du bilan. J'ai un peu cherché des chiffres, voir justement cette culture française qui s'est plutôt bien exporté, justement, puisque selon un article de France Culture qui nous apprend en septembre 2016 que la France a vendu en 2010 notamment 105,6 millions d'euros de programmes audiovisuels. En 2016, on a le nombre de 164,2 millions d'euros. Finalement, la culture française est vraiment en danger, François Asselineau ? Oui, parce que ça, vous me disiez bien sûr qu'on vend, heureusement encore qu'on en vend des prestations cinématographiques, ce genre de choses, heureusement. Mais ces chiffres que vous avancez sont une goutte d'eau comparée à l'océan dont nous sommes submergés. En France, c'est à la portée de n'importe qui. Vous prenez une voiture entre Paris et Lyon, un soir, à 22h, vous êtes sur l'autoroute, vous passez de chaîne en chaîne, vous vous apercevrez que sur les chaînes de radio, vous avez la nuit à peu près 90% de musique américaine. Oui, vous dites aussi vouloir l'intervention de l'État dans l'encouragement de la création d'œuvres françaises. En définitive, vous souhaitez établir cette sorte de protectionnisme culturel pour protéger les artistes français. Non. Mais écoutez, là, par exemple, nous sommes... Là, c'est un peu de tuer la créativité. Mais pas du tout. Pas du tout. Nous sommes actuellement face à une machine de guerre qui s'appelle Hollywood, puisque ça a été théorisé par les Américains. Il s'agit ça s'appelle le soft power, c'est-à-dire par l'invasion des esprits, par des séries américaines, par des chansons américaines, etc. On a l'impression que vous voulez nous renfermer, nous sortir de l'Europe. Pas du tout. Au contraire, au contraire, je veux rouvrir la France. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup, par exemple en France, de chansons italiennes, de films allemands, ou de films japonais ou indiens à la télévision ? Ça dépend ce qu'on aime. Il n'y a rien. C'est-à-dire la raison pour laquelle... Moi, dans mon programme, j'ai proposé la renationalisation de TF1. TF1 avait été privatisé en 86, devait respecter un cahier des charges culturelles, il ne l'a pas respecté. C'est devenu une télévision qui ne diffuse que des chaînes, que des séries B américaines. Moi, ce que je veux, c'est que l'on ouvre l'esprit des Français d'abord sur leur propre culture. Il n'est pas normal qu'un jeune qui a 20 ans en France, sur aucune des chaînes de télévision, ait pu avoir l'occasion de voir une pièce de Molière ou une pièce de Racine ou un opéra de Rameau. Ça n'est pas normal. Je dis pas qu'il faut le forcer, mais ça n'est pas normal qu'il n'en ait pas eu la possibilité. Mais ce que je veux aussi, c'est que l'on ouvre l'esprit des Français sur l'ensemble des cultures du monde. Moi, je l'ai déjà dit depuis longtemps et je redis, il faudrait qu'il y ait à la télévision française, par exemple, tiens, puisqu'on est à l'outre-mer, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais à la télévision française une soirée outre-mer, par exemple, avec des films de l'ultramarin, avec des chansons de nos départements d'outre-mer. Je parle de la France métropolitaine. Et pourquoi il n'y a jamais une soirée sur les films indiens, sur la civilisation indienne, et pourquoi jamais sur la civilisation japonaise ? Moi, je ne veux pas du tout refermer la France sur elle-même. Je veux simplement que les peuples français soient avertis de l'ensemble du monde et ne deviennent pas les esclaves mentaux de la civilisation américaine. François Asselineau, tout de suite, on passe à cette deuxième partie d'émission, c'est l'œil du bilan. Le principe de l'œil du bilan, très simple, on va regarder ensemble une photo, une vidéo, on va la commenter ensemble. Et justement, François, vous avez un point commun avec plusieurs hommes politiques, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez un point avec Jacques Chirac, un point commun, avec Nicolas Sarkozy, François Fillon, François Bayrou ou encore Nicolas Dupont-Aignan. Et bien tous, vous parlez du gaullisme. Je vous montre en même temps cette photo, les téléspectateurs qui nous regardent la voient en même temps. Alors c'est vrai que c'est pas exclusif à la droite, parce qu'on s'en souvient, en juin dernier, le président François Hollande, notamment, s'était recueilli sur la tombe du général de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Églises. D'ailleurs, ça avait fait énormément réagir. Quel est vous ? Parce que tout le monde, en fait, on a l'impression que tous les hommes politiques s'appuient sur le gaullisme. On entend, le général de Gaulle disait ça, je suis gaulliste. Quel est vous, François Asselineau, votre définition du gaullisme ?
Ça me fait un peu rire ce que vous dites, parce que vous savez que De Gaulle avait dit que lorsqu'il serait plus là, il disait après moi, ça sera le trop-plein, et puis il avait dit tout le monde a été, est ou sera un jour gaulliste. Bon, il y a effectivement beaucoup de récupération. Mais ça peut mélanger un peu dans l'esprit des Français que des gens de droite, des gens de gauche. Voilà. Vous, monsieur Asselineau, vous faites référence moi je fais souvent référence à De Gaulle, c'est exact. Mais moi, je n'ai jamais dit que l'UPR était un mouvement gaulliste. Nous avons d'ailleurs à l'UPR, dans notre mouvement politique, des gens venus de tous les horizons, y compris d'ailleurs des Français ou des descendants de Français rapatriés d'Afrique du Nord, donc vous savez qu'ils détestent De Gaulle. Donc moi, je ne prétends pas que l'UPR soit un mouvement gaulliste. Mais puisque vous me demandez de définir De Gaulle, je le définirais d'une certaine façon en deux mots. D'abord, un rebelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de s'opposer au milieu professionnel dans lequel il est. Mais ça fait un peu politique du XXe siècle, en 2017. Attendez, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, la quintessence du gaullisme, c'est la défense de l'indépendance nationale. D'ailleurs, Charles de Gaulle disait, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Or, les personnes dont vous avez parlé sont les premières à se mettre à quatre pattes, si vous voulez, devant l'impérialisme américain. C'est la raison pour laquelle vous paraissez surpris quand je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est parce que, justement, il faut rendre à la France son indépendance nationale. Et ça n'est pas uniquement de Gaulle. Mais on a quand même l'impression... Non, ça n'est pas uniquement c'est peut-être une valeur... Les Français ont un peu l'impression qu'on reprend De Gaulle est à bon dos, entre guillemets. C'est possible, mais ça n'est pas De Gaulle uniquement. C'est la politique qui a été suivie depuis 1000 ans. Depuis en fait l'accession de Hugues Capet au trône de France en 987, c'est que depuis 1000 ans, c'est un peuple qui a voulu être ce qu'il est d'ailleurs. La France, ça veut dire le pays des hommes libres. Eh bien, c'est-à-dire, il s'agit que la France soit un pays souverain et indépendant. Et ça veut dire quoi concrètement l'indépendance nationale ? C'est la même chose que la souveraineté. Et c'est la même chose que la démocratie. Si vous n'êtes pas indépendant, si vous dépendez de forces extérieures, si vous dépendez de la Commission européenne à Bruxelles, de la Banque centrale européenne à Francfort, de l'OTAN depuis Washington, eh bien la démocratie n'a plus de sens. Je vous l'ai montré. On vote à droite ou on vote à gauche. On a en fait les mêmes politiques qui nous sont imposées parce que nous on va regarder une vidéo ensemble. François Asselineau, je vous tends ce iPad. Alors juste vous aurez donc... Ah, vous avez... L'équité de traitement voudrait qu'on donne plus de temps de parole à ceux qui ne l'ont jamais. Et je relance encore cet appel. Il faut absolument que vous vainquiez cette mafia des grands médias audiovisuels et que vous diffusiez le maximum d'informations. Et justement, François Asselineau, il faut dire que vous êtes très actif sur les réseaux. Vous d'ailleurs... Dans cette vidéo, vous dénoncez le fait que la mafia des grands médias ne vous invite pas assez. Mais alors, j'ai compris pourquoi j'avais été contacté aussi par certains de vos militants. Quand pour être honnête, je ne vous connaissais pas avant cette émission, François Asselineau. Un de vos militants m'a écrit en me disant « Bonjour Nicolas, décidément je ne vois rien sur monsieur François Asselineau de l'UPR, dont les analyses sont confirmées. Je n'arrive pas à croire que vous fassiez partie des censeurs, rassurez-moi, merci. » Alors il est vrai que les grands partis sont représentés à la télévision, à la radio. Nous, la preuve, on vous invite, hein, François Asselineau, avec grand plaisir. Parce qu'aussi, ils sont élus à l'Assemblée nationale, ils sont élus au Sénat. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, peut-être, c'est une question, pas une analyse, peut-être une façon de quémander, ça peut brouiller un petit peu votre message? Alors, je vais prendre un exemple. Nous avons obtenu, aux élections régionales de 2015, 190 000 voix, c'est-à-dire près de 1% des suffrages. Je suis d'accord que... Donc Internet est votre bouée de sauvetage. Attendez, je suis d'accord que ça n'est pas un score extraordinaire. Si 98% des Français nous connaissaient et que l'on faisait 1%, ça serait un score d'un tout petit parti. Mais il y avait 2 ou 3% des Français qui nous connaissaient. Donc faire 1% des suffrages, c'est énorme s'il y a 2 ou 3% des Français qui vous connaissent. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que M. Macron a eu 0 électeur. Il ne s'est jamais présenté, il n'est pas député, il n'est pas sénateur, il n'a jamais eu Mais il a été ministre. Madame Ramayad aussi a été ministre. Elle a été candidate à la présidence de la République, elle n'est passée sur rien. M. Macron a donc 0 électeur prouvé. M. Macron, par ailleurs, quand on va sur YouTube, sa chaîne sur YouTube de En Marche fait 690 000 vues. C'est pas mal. Nous, la chaîne YouTube de l'Union populaire républicaine, c'est 8 600 000 vues. Et vous êtes bien rodé sur Internet. Non, mais attendez, je persiste, je poursuis mon projet. Et ça fait longtemps aussi que vous y êtes, contrairement à M. Macron. Oui, mais bon,
je termine mon propos. Monsieur Macron a fait 4 ou 5 spectacles de music-hall avec de l'argent qui tombe d'on ne sait pas où, des millions et des millions qui tombent d'on ne sait pas où. Et moi, depuis 10 ans, j'ai dû faire à peu près 480 réunions publiques. Normalement, si on appliquait les critères du CSA, sur tous ces critères, je fais beaucoup plus que M. Macron, donc je devrais être invité davantage. Alors maintenant, rappelez-vous ce qui s'est passé la semaine dernière, les données du CSA. M. Macron a eu droit à 79 heures sur les médias suivis par le CSA, les chaînes de radio et de télévision. Je ne parle pas de vous, vous n'êtes pas suivi par le CSA, mais 79 heures sur les chaînes de radio et de télévision. On est suivi par le CSA aussi. Ah bah écoutez, en tout cas, vous n'apparaissez pas dans les statistiques du CSA, parce que les 79 heures, c'est sur les 12 plus grandes chaînes de radio et de télévision. Ah oui, c'est des catégories. Voilà. 79 heures, il a eu droit à lui seul à 38% du temps de parole. Et moi, j'ai eu droit à 8 minutes, c'est-à-dire 0,07%. Donc, expliquez-moi comment se fait-il que M. Macron bénéficie de ce torrent de publicité qui choque tout le monde. Il a eu droit à 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines, des dizaines et des dizaines d'heures sur toutes les radios et toutes les télévisions, sans compter les journalistes qui parlent de lui en disant c'est un type formidable. Il a été ministre, monsieur Asselineau. Mais Mme Ramayad aussi a été ministre. Des Français. Mais non, écoutez, il y a 2 ans, il y a 2 ans, personne ne le connaissait. Il a été lancé par l'oligarchie financière, dont M. Attali est le porte-parole. Et c'est M. Attali qui a donné le coup d'envoi en disant « ce monsieur doit être élu président de la République ». Donc d'un seul coup, toutes les radios et les grandes télévisions... Écoutez, on est entre nous. Bon, un certain nombre de... On est regardé un petit peu. Un certain nombre de journalistes dans les grands médias n'en pensent pas moins. Voilà. Bon, ça c'est vous qui le dites. Ah ben on va passer à cette prochaine partie d'émission. Le bilan s'impose. Et dans le bilan s'impose, on a un peu l'habitude de faire réagir nos invités sur des choses dont on voit qu'ils ne réagissent pas trop. On va commencer avec les lanceurs d'alerte. Alors, je vais vous parler de ce sujet. D'abord, rappeler à nos téléspectateurs ce que sont des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, ce sont des personnes qui dénoncent, dans le cadre de leur travail, des situations dangereuses, des situations illégales. Alors, ils les dénoncent soit à leur patron, soit à la presse, soit à des ONG. Et d'ailleurs, en juillet 2014, l'ONG Transparency International France publie un guide pratique du lanceur d'alerte, qui donne des indications sur des choses à faire et à ne pas faire. Est-ce que vous pensez, vous, que cette pratique de lanceur d'alerte doit être encouragée ou vraiment être exceptionnelle ? Écoutez, de toute façon, cette pratique des lanceurs d'alerte, comme vous le dites, elle témoigne de quelque chose. Elle témoigne que les médias, j'en parlais à l'instant, ne sont plus libres. C'est-à-dire que les journalistes sont entravés dans leur métier. Non, mais faut pas dire ça pour... vous avez quelle preuve, en fait, vous avez, monsieur Asselineau, pour dire ça ? La preuve qu'il n'est pas normal qu'un parti politique qui a 190 000 électeurs, qui a fait 1% des suffrages, qu'il n'est pas normal que sur les grandes chaînes de radio et de télévision françaises, depuis 10 ans, on n'en ait jamais parlé. Il n'est pas normal que sur un grand magazine français, lorsque j'étais tête de liste pour les élections... Juste répondez sur les lanceurs d'alerte. Oui, mais non, mais attendez, vous me dites, vous ne pouvez pas à la fois me poser des questions et refuser que j'y réponde. Donc, il n'est pas normal que lorsque j'étais tête de liste pour les élections régionales en Ile-de-France, plusieurs grands magazines ont fait comme si je n'étais pas, n'ont pas mentionné ma candidature. Bon, là, alors maintenant, sur les lanceurs d'alerte, sur les lanceurs d'alerte, voilà. Alors là, c'est pas avec moi qu'il faut pas... Alors moi, parlons de fond. Vous m'organisez un débat avec M. Macron pendant 3 heures et les téléspectateurs pourront voir. Non, mais vous avez répondu, monsieur Asselineau, sur les lanceurs d'alerte, eh bien, j'ai déjà dit dans mon programme que nous défendrons, nous protégerons les lanceurs d'alerte et que si je suis élu à l'Élysée, une des premières mesures que je prendrai, notamment, ça sera d'accorder l'asile politique à Snowden et à Assange en France, ce qu'a refusé le gouvernement actuel. Jean-Luc Mélenchon l'avait proposé aussi. Ah, c'est possible. En décembre 2016. Et d'ailleurs, vous aussi, un rapport qui précise que quand vous étiez avec Nicolas Sarkozy, on est en 2004, après lui avoir remis un rapport, vous vous souvenez de ce rapport intitulé « Le basculement du monde ». C'est vrai. Vous aviez dénoncé aussi justement ce dérèglement de l'économie américaine. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, vous aussi, François Asselineau, vous avez été un lanceur d'alerte ? Oui, je pense qu'on peut dire les choses. Ça ne se passe pas exactement de la même façon, mais c'est vrai que... Vous avez dénoncé une situation. Je vois que vous avez bien étudié votre dossier. J'avais fait un dossier, effectivement, pour expliquer que nous étions au bord d'une crise financière majeure. Elle a eu lieu, d'ailleurs. Et aussi pour expliquer que, de toute façon, l'euro allait exploser. Et je formulais ce diagnostic en 2004. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement... Dans la haute administration française, alors ça va, j'ai pas été emprisonné, mais
eh bien, on a considéré que je n'avais pas le droit, on n'avait pas le droit de dire ce genre de choses, de faire ce genre d'analyse, de faire de la prospective sans œillère. Et donc, en fait, eh bien, on m'a retiré mon poste. On va passer au deuxième sujet, la corrida en France. Je le rappelle pour nos téléspectateurs, ce que c'est la corrida. J'ai toujours ce petit côté pédagogique, sait-on jamais, monsieur Asselineau. Donc, la corrida, c'est un combat entre un taureau et un homme. Cet homme est armé d'une épée. D'ailleurs, ça se passe dans une arène. Tout ça finit par la mort de l'animal. Souvent pratiqué d'ailleurs en Espagne, en Amérique du Sud, au Portugal également. Et c'est vrai qu'alors qu'en janvier 2016, l'ONU, dans une recommandation officielle, avait demandé à la France d'interdire les arènes aux mineurs. C'était en janvier 2016. En juillet 2016, le Conseil d'État a définitivement effacé la corrida du patrimoine immatériel en France. Et c'est vrai que, du coup, quelques temps avant, en 2015, on avait un sondage d'IFOP qui disait que 73% des Français voulaient interdire la corrida. Et d'ailleurs en nette augmentation, puisque le sondage juste avant mentionnait 48% des Français qui étaient contre. Quelle est votre position sur ça ? Sur ça, c'est comme des problèmes de souffrance animale. Ce sont des causes qui n'émouvaient pas les gens il y a 50 ans et qui maintenant, effectivement, émeuvent les gens. Moi, ce que je voudrais, en tout cas c'est dans mon programme politique, c'est de développer le système de référendum d'initiative populaire. Je trouve que c'est typiquement ce genre de sujet que les Français doivent trancher. Ça n'appartient ni à vous, ni à moi, ni à un gouvernement. Vous faites souvent appel au référendum, d'ailleurs. Vous dites souvent, une fois qu'on sera sorti de l'Europe, on verra ce qu'on fait après. Pas sur tous les sujets, mais sur des sujets, ça peut être typiquement... Mais là, vous, votre position personnelle sur la corrida, vous êtes pour ou contre ? Franchement, je n'y ai pas vraiment réfléchi. Honnêtement, Parce que c'est de la souffrance animale. Oui, c'est de la souffrance animale, mais honnêtement, je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je ne trouve pas, pour être honnête avec vous, que ce soit quand même un sujet d'une très très grande priorité. Mais peut-être que je me trompe. En attendant, moi, ce que je propose, c'est que... Mais 73% des Français sont quand même opposés à la corrida, oui, donc mais ça leur tient... Eh bien, c'est la raison pour laquelle je propose, sur ce sujet comme sur d'autres, qu'il y ait un système... Vous savez, ça existe, c'est les votations en Suisse, c'est les systèmes de référendum en Californie. Pourquoi est-ce que... Moi, dans mon programme, je prévois que les Français, s'ils ont un sujet qui leur tient à cœur, eh bien, on va déposer 500 000 signatures dans les mairies, donc on valide les trucs, et s'il y a 500 000 Français qui sont favorables à ce qu'une question soit posée par référendum, elle le sera. Elle doit passer par le Conseil constitutionnel dans mon système pour qu'il valide la constitutionnalité. Mais là, on peut très bien avoir une question qui sera l'interdiction, proposition d'interdiction de la corrida en France. Et puis ça ne sera pas inconstitutionnel, donc la question sera posée, et puis on appliquera ce que les Français auront décidé. On va passer à la dernière partie de cette émission, c'est les minutes outre-mer. Et dans les minutes outre-mer, aujourd'hui, on va parler de cette urgence écologique en outre-mer. Et oui, c'est vrai qu'avec ces beaux sables blancs, la mer turquoise, l'outre-mer, elle peut se vanter un petit peu de ce décor paradisiaque. Pourtant, ces territoires sont aussi les premiers à être impactés par le changement climatique. Et oui, il faut le dire, ils sont confrontés à de différents problèmes environnementaux, notamment le traitement des déchets. On a aussi le chlordécone, c'est un pesticide de la banane, utilisé jusqu'en 1993 et qui a réellement dévoré les plages en outre-mer. Et c'est vrai que l'UPR avait d'ailleurs présenté des candidats en outre-mer. Est-ce que tous ces problèmes écologiques avaient été pris en compte à ce moment-là, même si c'était les élections européennes, mais... Et oui, dans le programme que je vais présenter mardi prochain, qui est un programme général qui à la fois touche aux questions présidentielles et aux questions gouvernementales, il y aura bien entendu un volet de l'écologie. Mais je voudrais insister sur un aspect important des choses, même fondamentales. C'est que les problèmes d'écologie et d'environnement général de la planète ne peuvent pas être dissociés du modèle économique qu'il y a derrière. Et actuellement, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus la planète est en train d'être transformée en poubelle ? Parce que nous sommes dans la main d'une idéologie qui postule toujours plus de profits et qui postule la mondialisation, c'est-à-dire l'externalisation des processus de production à l'autre bout du monde. Vous auriez dû citer, parce que je suis comme tout le monde, je suis extrêmement préoccupé par ces affaires, vous auriez pu citer, par exemple, la course en catamaran qui a eu lieu autour du monde. Il paraît qu'il y a eu 6 candidats qui ont heurté des conteneurs dans le Pacifique. Ça veut dire que le Pacifique est en train de devenir une poubelle. Mais d'où ils sortent ces conteneurs ? Eh bien, ils sortent de ces tankers qui font la noria permanente entre la Chine, les États-Unis, la Chine et l'Europe pour aller apporter aux pays d'Europe et d'Amérique du Nord les productions industrielles qu'ils ne font plus. Moi, je dis que pour être cohérent
avec les questions de réchauffement climatique, de protection de la planète, il faut relocaliser au plus près des consommateurs le maximum de production agricole et de productions industrielles. Ça veut dire, excusez-moi, mais sortir justement des contraintes de l'Union européenne. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Et candidat à l'élection présidentielle. L'heure du bilan, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès dimanche prochain à la même heure avec une nouvelle personnalité politique qui viendra faire sur notre plateau un nouveau bilan. Prenez soin de vous.